Salut Bastien, Bonjour. ça va? Bien, bien. Ravi de t'avoir enfin sur Mademoiselle depuis le temps Eh bah oui, qu'on te il faut, il suit. faut. Alors petit point direct en fait avant de commencer dans le truc, Bastien Vives, Gérard Vives, je pense que les Mademoiselles elles vont se demander quoi, d'où ça sort. Ouais, mais en fait, je suis son neveu. Ouais. Donc, Classe, quand même. Bah ouais, la grande classe. Et donc, quand j'étais à l'école, c'est un peu la fame. Ça m'a permis d'avoir une certaine notoriété, bon, qui n'a pas duré très très longtemps. Mais bah, c'est la famille, donc moi j'ai un côté un peu gangsta game, enfin un truc comme ça. Donc je représente toujours un peu pour la famille. Donc dès que je peux placer l'oncle, je le fais quoi. Donc voilà, big up Gérard. Voilà, big up Gérard. Comment autant de personnalités différentes entre le gars qui dessine Paulina et le mec qui fait faire l'hélicoptère avec sa bite à petit Paul dans Les Melons de la Colère peuvent coexister dans une seule personne en fait? Bah, je pense qu'après, c'est même à l'échelle humaine, on a tous plein de penchants, plein de fantasmes, des milliers de. C'est normal, on se comporte pas dans la même chose que quand on est au travail, que quand on est avec des potes, que quand on est. Et c'est un peu normal aussi dans son travail d'avoir cette liberté de ton. On ne peut pas être tout le temps. Il n'y a que des grands malades qui sont comme ça, genre, je sais pas, des Yannick Noah ou des Aziz, enfin, tu sais, qui ont qui sont H24 focus sur ce truc-là. Non, et des moments, bah, quand on est amoureux, bah, on va bien, mais en fait, on est misogyne après. Bah, c'est super compliqué, quoi. On passe par plein d'étapes, donc toujours rester dans la même veine. Et toujours avoir le même discours, c'est un peu difficile. Alors moi je me suis dit que Les Melons de la Colère c'était vraiment une forme de troll en fait pour... Alors peut-être tu ne l'as pas fait consciemment en tout cas, mais c'était une façon de dire regardez moi j'ai fait le romantique machin, parce que en fait c'est sorti quelques semaines avant ou après Paulina quoi, quasiment. Non, c'est surtout le fait que Paulina avait bien marché, donc c'était le moment ou jamais de passer Les Melons de la Colère, quoi. Donc je me suis dit, moi j'ai toujours rêvé de faire une BD porno depuis petit. Et donc, et là je me dis, avant j'aurais pu le faire, mais personne l'aurait vu, ou je sais pas. Et là je me dis, non, Paulina, ça a bien marché, les gens m'attendent, c'est le moment ou jamais de le placer, quoi. Donc je suis allé voir les requins, et on s'est vu avec les requins et on a publié Les Melons, et j'étais très content, quoi. Et parfois les gens arrivaient en librairie, ils disaient, je vais prendre Paulina, il y a les nouveautés, je vais prendre aussi la nouveauté avec. Et c'est rigolo, les vrais fait non, mais en fait c'est pas la même chose. C'est un peu dessiné pareil, mais c'est rigolo. Sur Mademoiselle, il y avait une fille qui disait vous auriez quand même pu dire que c'était super porno et tout, parce que Pénélope en avait parlé pendant la sélection, elle avait dit c'est un peu olé olé et tout. Mais... ouais, ça dépend. Mais après, c'est vrai que ça doit être bizarre parce que je sais que tous les retours de nana que j'ai eu, bon à part celui de Pénélope, mais Pénélope c'est pas vraiment une nana, enfin, on sait tous, hein, c'est plus. Donc voilà, avec son passé douteux de joueuse de Magic et compagnie, on sait très bien que voilà. Et tous les retours féminins étaient assez mauvais, quoi. Vraiment, les nanas, elles sont pas trop kiffées sous prétexte. Moi, je pensais que l'inceste c'était un fantasme féminin, en fait. Il s'est avéré que non, en fait, les filles ne rêvent pas de coucher avec leur frère ou avec leur père. Donc bon, il y a quand même une scène de viol, donc vous pouvez regarder, parce que je sais que maintenant que le viol est un fantasme féminin, donc allez-y. Et en plus, elle est assez corsée, donc ça vous fera plaisir. Mais t'es fou quand même, tu te rends compte que les nanas doivent se dire, enfin les filles qui t'ont connu grâce à Dans mes yeux, etc., doivent se dire, mais comment peut-il faire? Oui, mais je pense que d'un côté, en faisant les Melons de la Colère, de certaine manière, je les rassure parce qu'elles se disent avec Dans mes yeux, c'est bien, il doit avoir des sentiments et compagnie, mais il doit être incapable de faire l'amour. Enfin, ça doit pas être quelqu'un du tout. Et là, avec les Melons de la Colère, je leur prouve que, et non, j'ai aussi une sexualité, ma foi, mais tout à fait normal et machin. C'est juste, voilà, c'est des fantasmes. Et comme ça, je pense que ça les a rassurés un peu, en se disant non, il a quand même une sexualité, c'est pas non plus. Ce n'est pas un être. Voilà, juste romantique, parce que bon, ça marche quand t'as 16-17 ans, mais au bout d'un moment, ça fait un peu peur les mecs qui sont romantiques à 30 Justement, ans. tu te mets en scène beaucoup dans ton dernier, la bande dessinée en vieux avec la barbe et tout. C'est un truc que tu t'assumes toi encore aujourd'hui de t'être fait connaître grâce à tes histoires d'amour, etc. Non mais ça fait, quand je dis ça c'est pour rigoler. Et évidemment, moi, les bouquins que j'ai faits, je les porte avec moi et c'est aussi des histoires et ça fait partie. Simplement que c'était des choses qui me prenaient la tête. Toutes ces questions-là, être amoureux, pas amoureux, compagnie, c'est des questions qui me prenaient un peu la tête avant. Maintenant j'ai envie de penser un peu à autre chose, mais l'ambiance et même les univers qu'il y avait dans mes BD avant continueront à être dans mes BD plus tard. Donc ça, il n'y a aucun souci. Non, il n'y a aucun album que j'ai sorti
je le regrette ou quoi que ce soit. Non, ça fait vraiment partie de... Non mais tu sais parfois quand on se dit voilà c'est un truc que tu as fait quand tu étais jeune et après tu as du mal à... Mais même si je reprends les tout premiers, non, j'aurais toujours un peu d'affect là-dessus, c'est sûr. D'accord. Donc là maintenant tu as décidé que en fait, le succès venant, comme tu disais, maintenant il y a moyen de placer les trucs que tu as envie de kiffer. Ouais. Donc là tu sors Last Man. Alors parle un petit peu de ce tome. Moi j'ai vu les 3 premiers tomes, les 3 premiers épisodes sur Dilitoon, j'ai fait waouh génial. En fait c'est pas forcément des projets que je kiffais parce que j'ai toujours publié des BD dont j'avais envie de parler et que je kiffais. Mais c'est surtout des projets éditoriaux qui sont un tout petit peu plus ambitieux, quoi. Last Man, on se retrouve avec... on a formé un atelier manga avec Mickaël Sanlaville avec Balak. On développe un jeu vidéo à côté. Éditorialement, il y a un bouquin qui va sortir. Dedans, il y a des planches de stickers qu'on peut coller dans l'album et tout. Et en fait, créer un peu cet univers, porter ces personnages. Bon, nous, on est focus H24 sur l'histoire, comment on interagit tout ça. Mais éditorialement, c'est là où c'est important, c'est que Casterman nous suit derrière, Didier Borg il fait un énorme boulot et notre éditeur, donc au Edigo, on tourne un making-of, on fait venir une pornstar japonaise et bam, on a Hitomi, on arrive à contacter Hitomi et elle vient et on fait... Voilà, et c'est ça qui était impossible avant et qui aujourd'hui, je pense, aide énormément parce qu'avec Didier, on a une bonne confiance et donc on sait comment on travaille, on a l'habitude et plus ça avance et plus c'est dans cette énergie-là que j'ai envie de continuer à dessiner, quoi. D'accord. En fait, Last Man, ça raconte quoi exactement? C'est une histoire de fight. Alors on retrouve aussi tes... Oui, en fait, c'est toujours ambiance. C'est vraiment une ambiance de shonen classique. Ouais. Avec un gamin qui veut devenir le meilleur combattant et tout compagnie. Mais c'est très vite désamorcé par l'arrivée d'un personnage qui s'appelle Richard et qui lui est arrivé en disant bon, vous êtes gentils les cocos, vous vous battez pour l'école du dragon, l'école de ces trucs-là. En fait, moi je suis là, je vois l'argent, là je suis là pour le prendre, je vais le prendre, hop, il y a des nains qui sont pas mal, je les chope. Enfin voilà, donc en fait t'as un mercenaire et tout d'un coup t'as un personnage comme ça qui débarque dans une ambiance un peu shonen classique et qui fout un peu tout en l'air et c'est montré par, surtout c'est accentué par pas mal de choses qui est la relation mère-fils avec, parce qu'on suit Adrian, ce petit gamin qui veut devenir le meilleur combattant et sa maman. Et donc c'est la relation entre les deux et tout d'un coup il y a une sorte de nouveau mec qui va arriver, une sorte de nouveau papa et c'est un peu, je vais pas dire un shonen familial mais il y a à la fois de l'humour, c'est à la fois sexy et glamour et de la baston et surtout de l'aventure et vraiment surtout coller un univers assez large qui puisse faire venir énormément de personnages et avoir plein d'actions. Ok. Sur le festival, on parle beaucoup de la BD numérique, de l'avenir, machin, tout ça. Hier, c'est Malek en fait qui a remporté le prix de la Révélation Blog, qui fait du turbo-média. Ouais. C'est quoi toi ton point de vue là-dessus? Parce qu'en plus tu viens d'animation. Oui, alors le turbo-média, je peux pas en dire beaucoup de mal parce que on est 3, donc Balak, notre storyboarder, lui, celui qui s'occupe de toute la mise en scène et il est le fondateur du turbo-média. Malek disait justement qu'il lui avait piqué l'idée. Voilà. Et non, et c'est évident que pour l'instant on va développer, on a aussi la pré-pub sur Dilitoon. Et c'est évident qu'on va avancer avec le format papier dans un style manga, mais obligatoirement le numérique sera là. Et je pense que du turbo-média, il y en aura dès qu'on aura bien la plateforme et tout ça, avec des épisodes en spin-off. Et je vois vraiment l'idée d'utiliser la BD numérique comme elle est aujourd'hui, comme un laboratoire, mais surtout, voilà, c'est des gens comme Malek, on dit go, il y a un personnage que tu as kiffé dans l'histoire, il le reprend, il en fait une petite histoire avant, on repose des bases, ou même raconter un petit truc à côté, ou même lui il vient avec ces genres de choses-là qui sont complètement possibles. Et ça qui est agréable avec le numérique, on a une histoire papier, et tout d'un coup on a tout un univers numérique qu'on peut développer. D'accord. Petit point coulisses d'Angoulême, j'ai vu que hier tu participais à un poker. Il paraît que c'est cultissime, la partie de poker. C'est pour entretenir la hype, mais je pense que le poker à Angoulême, ça reste 7 mecs ultra fatigués qui jouent et qui se font prendre leur argent par Lewis Trondheim. Et puis c'est toujours lui c'est lui qui ramène ses jetons, c'est lui qui ramène tout ça et qui prend l'argent. Donc en fait c'est ça, de toute façon, Lewis Trondheim on le connaît, c'est un joueur devant l'absolu. Donc, non, c'était rigolo. Moi, je m'étais retrouvé chaque année, j'y participe un petit peu.
Mais ça va, c'est assez bon enfant et surtout ça joue assez mal, donc ça fait plaisir de participer. Ça joue mal, ça me rappelle le Street Club. Ouais, ça joue mal. Ça parle mal. Je sais pas si ça parle mal, mais en Est-ce tout cas que ça mange mal au poker? Non, parce que non, alors ça boit du vin, mais ça boit du vin mal parce que c'est du très bon vin, mais dans des gobelets en plastique parce que c'est la maison des auteurs. Donc moi je trouve ça assez drôle parce que c'est vraiment on est réunis sur une table en plastique à jouer avec 4 jetons et tout, et ça c'est super drôle. Et j'aime bien ce côté. Le off, quoi, genre comme s'il y avait une sorte de business total derrière Angoulême. Bah tu l'entretiens un peu quand tu fais un tweet, c'est plus court. Non, mais t'es un petit troll en fait. Ouais, non, mais moi j'aime bien, ça fait des trucs genre ah putain j'aimerais trop y être et tout ça, tu fais ouais bon, l'ambiance elle est... ouais, c'est très rigolo, c'est assez bon enfant. Mais Parlons petit point boobies s'il te plaît, ouais, parce qu'il paraît que tu as un vrai rapport un peu spécial. Ah bah tiens, en plus ça me fait plaisir qu'on soit sur Mademoiselle. Bah ouais, on est sur Mademoiselle, donc c'est le moment d'en parler ou jamais. Non, c'est hyper important. 2 minutes, d'accord, on a 2 minutes pour parler de boobs, c'est le moment. C'est beaucoup trop court, hein. Mais non, mais au fur et à mesure, moi j'ai toujours dessiné, depuis petit, hein, j'ai toujours été fasciné par les grosses poitrines naturelles. Et surtout dans le rapport de proportion, parce que quand je dis grosse poitrine naturelle, parfois il y en a qui disent genre ah putain mais moi j'ai une super grosse, moi aussi si tu te rends pas compte c'est l'horreur. Quand je fais la grosse poitrine naturelle, je parle en rapport de proportion, quoi. Il y en a qui ont des poitrines qui sont moyennes mais elles sont tellement fines que ça devient des poitrines, voilà c'est ça dont je parle, il y a un rapport proportion et, très important. Et non, et ça reste vraiment dans l'ordre du fantasme total. Donc j'ai toujours dessiné, ça a toujours fait partie de mes bouquins et compagnie. Et par contre, dès que ça touche à la réalité, ça devient assez, c'est pas problématique, mais tout de suite, il y a quelque chose qui se passe et ça devient plus du tout glamour, ça devient plus du tout drôle et compagnie. Donc je m'éloigne assez de ça. Je ne comprends pas trop aux grosses poitrines naturelles dans la réalité. Ouais, pourquoi? Et parce que j'ai un problème un peu comme Raj dans Big Bang Theory, qui ne peut pas parler aux nanas quand il a ça, parce que j'arrive pas trop à considérer au-delà du fait que une grosse poitrine naturelle. Bon. Mais c'est vraiment des trucs d'adolescents, du fantasme adolescent et tout ça. Par contre, en faisant quand Hitomi est venu du Japon pour tourner dans le making-of, bah, on m'a quand même fait venir, pour moi, je la mets dans mon top 3 des plus belles poitrines du monde et tout. Et donc quand elle est venue, et ben, je l'avais en face de moi, et ben ça a complètement tout avancé. Maintenant, elle m'a un peu libéré, quoi, parce que c'est bon, j'ai comme si j'avais pas touché le Graal, quelque chose comme ça. Mais maintenant, j'arrive à plus être omnubilé par ça ou choses comme ça, ce qui fait que j'arrive avec beaucoup plus d'aisance à parler avec des gens qui ont des grosses poitrines naturelles, mais en me disant, de toute façon, Hitomi a placé la barre tellement haut que, bon, c'est difficile de passer après, entre guillemets. Mais j'ai toujours, après quand j'en parle, on peut croire qu'il y a un côté un peu obsédé et compagnie machin, mais il y a toujours énormément de respect envers on sent bien les poitrines naturelles, et je ne suis pas du tout dans un optique je suis pas du tout un glaireux à baver devant et compagnie, quoi. Je suis juste que quand je me retrouve face à une nana avec une grosse poitrine, ne vous étonnez pas si je m'éclipse un petit peu de la conversation, je ne parle pas et je m'éloigne petite et je vais me mettre dans un coin dans l'ombre et compagnie, quoi. Si c'est important, c'est pour la santé mentale. Donc, voilà. Bon, notre temps à partie est écoulé. Ouais, merci beaucoup, Bastien. Bah ça marche, merci beaucoup. À bientôt, salut.